Pardon, il y en a. Pardon, je me représente, je suis Geneviève Hazard, je suis membre du conseil entre guillemets scientifique d'Attac. Il n'y a pas de sorcière dans le conseil scientifique. Bon, c'est dommage. Donc on va essayer de remettre les sorcières là-dedans. J'ai été porte-parole d'Attac, donc j'appartiens à Attac. Et professionnellement, j'étais une économiste, je suis à la retraite et voilà. Alors, pour ce qui est de l'écoféminisme, bon, je pense que nous avons des amies latino-américaines qui pourront parler aussi des luttes de femmes américaines et voir en quoi elles s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler les écoféminismes, parce qu'il y a des écoféminismes. Bon, juste, je rappelle que, même si c'est très peu connu, bon, c'est connu peut-être par les plus âgés auxquels j'appartiens, nous avons eu une économiste très célèbre en France en son temps, Françoise d'Aubonne, qui, en 1974, a écrit un livre, Féminisme et écologie, qui vient d'être republié de manière extrêmement salutaire et qui, pour la première fois, avait employé le terme de écoféminisme. Et donc, nous ne sommes pas du tout extérieurs à cette histoire des écoféminismes, même si je crois pouvoir dire, mais on pourra me contester, qu'en Europe, en tout cas pour la France, c'est certain, ce qui a dominé depuis les années 1970, ce n'est pas l'écoféminisme. C'est un féminisme qui s'est dit constructiviste, héritier de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire on ne naît pas femme, on le devient. Donc on n'a pas d'essence, si on peut dire. On est un terrain complètement vierge, et c'est la société, l'implication sociale, etc., qui construit ce que nous sommes et qui nous construit femmes. On ne naît pas femme, on le devient. Alors évidemment, ce slogan a été émancipateur. Émancipateur par rapport au fait que les femmes, globalement, ont été assignées à une idée de nature, d'ailleurs, que nous contestons aujourd'hui, d'immobilité, alors que bon, tout ceci est contesté, mais dans le fameux dualisme entre nature et culture, les femmes ont été assignées à la nature, à une essence naturelle, et qui, de par leur nature, seraient incapables d'accéder à la culture, à la civilisation, comme d'autres peuples dominés, des races, etc., de couleurs, etc. Donc, on ne naît pas femme, on le devient, quand ça a été prononcé, 1848, c'est vrai qu'il y avait une attente. Ah oui, 1948, pardon. Bon, en 1848, il y avait Flora Tristan, et je pense... Flora Tristan était une écoféministe. Vraiment. Bon, bref, mais c'est pas elle que je pensais. Donc, Simone de Beauvoir, en 1948, c'était une attente de la part de beaucoup de femmes qui, en France, venaient juste d'avoir le droit de vote, parce que, bon, bref. Et jusqu'à une période très récente, c'est un féminisme qui a conçu l'émancipation par rapport à l'arrachement à la nature, qui a considéré que tous les attachements à la nature, à la terre, étaient potentiellement des facteurs de domination, et étaient potentiellement des facteurs d'aliénation. Et que donc, nous n'avions pas le choix, nous ne pourrions nous émanciper qu'en affirmant seulement notre construction sociale, que nous n'avions pas, il n'y a pas d'essence féminine, hein, on se construit et on doit au contraire s'arracher. Si bien que dans les mouvements dits, entre guillemets, progressistes, parler de la nature, il y a encore une dizaine d'années, c'était suspect. C'était suspect parce qu'on vous suspectait tout à coup de diviniser la nature,
de vouloir s'attacher de nouveau à des lois qui ne seraient pas des lois humaines, qui ne seraient pas des lois décidées par les humains, etc. Et c'est quand même la toute-puissance des humains. C'est les humains tout-puissants. Et en particulier, aussi, ceci a correspondu, cette idée de possibilité d'arrachement à la nature, d'arrachement à la terre, est allée avec le projet moderniste d'un envahissement de la technique, la technologie, allant nous permettre justement, et pour les femmes en particulier, l'accès à beaucoup d'objets techniques, le lave-vaisselle, le lave-linge, bon, tout ça, qui allait, entre guillemets, Moulinex libère la femme, hein. Les plus anciens se souviennent de ce slogan de Moulinex, hein, Moulinex libère la femme. Donc il y avait cette espérance technicienne aussi, hein, d'une technique qui allait libérer les humains, et en particulier les femmes, de tâches qui les ramenaient à la nature qui les opprime. Et là, Françoise de Gaulle, en 1974, elle a été très isolée. Elle a affirmé justement cette nécessité de lier l'exploitation des hommes, l'exploitation des humains, dans le processus de travail, dans la société, etc., et l'exploitation de la nature. C'est elle qui l'a formulé de manière politique. C'était déjà, on le trouvait dans des écrits. Ce matin, moi, je faisais quelque chose sur Simone Veil. Dans les années 1930, Simone Veil, la philosophe, hein, montre bien comment exploitation des humains et exploitation de la nature se sont construits ensemble. Mais bon, c'est resté dans des écrits. Là, elle l'a exprimé politiquement. Françoise de Beaune, elle a été une des fondatrices du phare, du Front de libération des homosexuels, qui étaient des mouvements extrêmement en pointe à l'époque. Et donc, elle a ouvert une voie. Cette voie s'est refermée. Parce que, dans notre tradition, l'écoféminisme renvoie à l'essentialisme. Renvoie à l'idée qu'il y aurait une nature féminine. Alors je crois que nombre d'écoféministes européennes, occidentales, que je rencontre, n'ont plus peur de ce renvoi à l'essentialisme. Non pas qu'elles revendiquent une essence féminine, mais elles constatent que tout ce qui a été considéré comme la domination. Je prends un exemple. On a considéré que tous les travaux que faisaient les femmes, on le leur laissait faire parce que c'était des travaux dominés finalement. Tout ce qui est de l'ordre du soin, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, tout ce qui est de l'ordre de l'attention à la terre, de la réparation, dans lequel on trouve beaucoup de femmes. Ça a été longtemps considéré comme des activités mineures, et les féministes elles-mêmes, finalement, les ont considérées comme des activités mineures parce que c'était des activités uniquement liées à ce qu'on appelait la reproduction. Le summum étant la production. Ça, la production, c'est le centre de la société. On produit un monde, nous les créateurs, les humains créateurs. La reproduction, ben ça, on laisse tout ça aux femmes, parce qu'elles sont dominées, parce qu'elles sont proches de la nature, c'est la vie qui se reproduit toute seule, etc., etc. Et ce qui est intéressant chez les écoféministes, c'est que loin de considérer ces activités comme étant des activités strictement féminines, elles contribuent à dire non, ces activités ne sont pas des activités de dominer. Ces activités-là sont peut-être aujourd'hui, et ces valeurs, sont peut-être les chances que nous avons collectivement, pas pour les femmes au nom de leur nature, mais que nous avons collectivement à cultiver pour avoir des chances de vivre de manière humaine et avec des attachements aux autres espèces dans des contextes d'effondrement, de catastrophes, etc. Okay. Donc il ne s'agit pas de revendiquer une essence féminine, mais il s'agit de dire que ce qu'on a considéré comme étant une essence féminine, on le retourne, mais pas pour les femmes. Et ça me paraît donc extrêmement fécond, si bien que cela permet aussi de retrouver beaucoup de femmes qui ne se disent pas féministes obligatoirement, qui ne se retrouvent pas dans le féminisme d'arrachement. Je pense à des femmes paysannes, je pense à des éducatrices,
etc., tout ce qu'on veut, qui depuis des années font un travail extrêmement important, justement autour de l'attention, du soin. Le soin, c'est pas uniquement, il peut y avoir de la compassion, mais le soin, c'est aussi, c'est un domaine politique, le soin. Ça veut dire, je suis responsable d'eux. Et je suis politiquement responsable d'eux. Je m'en occupe, c'est ça le soin. Je suis responsable, alors que le non-soin, je ne suis pas responsable. Et donc, ça permet, je crois, et on le retrouve beaucoup chez les écoféministes d'Amérique latine, d'Inde, etc., des femmes qui ne se revendiquent pas obligatoirement féministes, mais qui, par leurs engagements physiques, avec leur sensibilité, avec leur corps, leur engagement pour la vie, aujourd'hui, représentent des fragments, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler des écoféminismes. Et là, il y a une force inouïe, parce que nous sommes nombreuses et nombreux à être engagés au quotidien dans des actions qui ont été longtemps dévalorisées parce que trop dans l'attachement et pas assez dans l'arrachement. Et donc, elles contribuent à valoriser tout ce qui est de l'ordre de l'attachement entre les humains et avec la Terre, avec les autres espèces. En ce sens, je trouve que les écoféminismes, moi je remercie beaucoup Émilie H., enfin, toutes ces personnes qui ont permis de rendre public, beaucoup plus connu, tous ces sujets-là, parce que ça réouvre d'abord notre imaginaire, ça réouvre nos possibilités de lutte, et ça inclut, c'est inclusif comme pensée. Ce n'est pas exclusif, ce n'est pas héroïque, c'est dans des actes concrets, des actes du quotidien. C'est pas l'émancipation pour les générations futures, c'est aujourd'hui. C'est, quelqu'un disait ce matin, la dignité du présent. J'aime beaucoup ça, Corinne. La dignité du présent, et bien c'est ça aussi l'écoféminisme.